on estimait qu'à un moment, LR avait en quelque sorte trahi. Aujourd'hui, LR trahira pas. Et ça, j'en suis certain. Moi, j'ai été élu président des Jeunes LR contre une grande partie de la direction du parti. C'était il y a 2 ans, et avec une ligne plus décomplexée. Et on avait un peu envoyé un symbole à la direction du parti en leur disant, vous voyez, ce que veulent les militants, c'est ça. Et c'était dans la continuité de ce qu'on voyait dans le mouvement avec des militants plus à droite. Bonjour Guillaume Carayon. Bonjour Marc. Vous êtes vice-président des Républicains, vous êtes porte-parole du Parti Les Républicains, vous êtes aussi président des Jeunes à peine 23 ans, c'est une belle performance. Vous étiez candidat aux élections législatives dans le Tarn, vous avez échoué à vous qualifier au second tour. Aujourd'hui, le groupe LR à l'Assemblée nationale est très minoritaire, votre parti sort d'une élection présidentielle complètement ratée. Comment va le parti? Finalement, est-ce que le groupe se porte bien en quelque sorte? Le parti est en train de se reconstruire progressivement. C'est vrai qu'on a vécu une année qui a été très compliquée. On a fait le pire score de la droite à l'élection présidentielle. Il y a un petit regain aux législatives où on fait 62 députés, mais ça reste très faible par rapport à ce qu'on avait avant. Et donc là, on se reconstruit. Moi, ce que je dis depuis des années dans ce parti, je me suis engagé quand j'avais 18 ans, c'est qu'il faut, la première des priorités, c'est de clarifier la ligne politique qu'on défend. On ne peut pas être à la fois le centre mou et une droite forte, une droite populaire. Et donc il s'agit de clarifier la ligne politique pour que les Français sachent ce que représente aujourd'hui LR. Moi j'ai fait campagne aux élections législatives et c'est vrai que quand je parlais des sujets de sécurité, quand je parlais des sujets d'immigration, on me disait c'est pas votre parti qui est le plus légitime pour en parler, c'est plutôt le Rassemblement national parce que vous avez été au pouvoir et vous avez échoué. Je crois que les gens n'ont pas complètement tort quand ils disent ça. C'est vrai que sous Nicolas Sarkozy, les titres de séjour qui étaient délivrés par les pouvoirs publics n'étaient pas très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, là, on a atteint des records. Sur l'année 2022, c'est 325 000. On a beau jeu de tout mettre sur le dos d'Emmanuel Macron, mais effectivement, il y a eu un mandat de François Hollande, un mandat de Nicolas Sarkozy, 2 mandats de Jacques Chirac. Enfin, la droite a sa grande part de responsabilité là-dedans. Oui. La droite a une part de responsabilité, pas dans tout. Il y a eu aussi des belles réformes qui ont été faites par la droite ces dernières années, mais enfin quand la droite était au pouvoir. Mais je crois que durant les 40 dernières années, durant les 4 dernières décennies, tous les gouvernements ont peu ou prou un peu échoué sur les grandes questions qui aujourd'hui animent la vie des Français. Moi, quand je me suis engagé, et je crois que c'était le cas il y a déjà une trentaine ou une quarantaine d'années, les questions prioritaires pour les gens, c'était le pouvoir d'achat, les salaires pas assez élevés et l'inflation qui est trop importante, qui est galopante. C'était le déclin éducatif, l'école de la République qui transmettait des connaissances, qui permettait la méritocratie avant et qui le permet de moins en moins aujourd'hui. C'était la culture française qui est en train de s'effacer. C'était la question de l'immigration qui devient de plus en plus importante. C'est la sécurité, l'insécurité qui se développe à peu près dans tous les territoires du pays. Ces questions-là qui étaient prédominantes il y a 40 ans, elles le sont toujours aujourd'hui. Donc ça pose une seule question, c'est qu'est-ce que les politiques ont fait pour résoudre les problèmes des Français? Et moi j'ai l'impression qu'on doit faire ce diagnostic aujourd'hui à droite, d'une classe politique, de droite comme de gauche, qui a échoué. Et donc la droite, si elle veut se reconstruire, elle doit à la fois clarifier sa ligne en faisant le bon diagnostic sur la situation du pays, c'est-à-dire une forme de déclassement généralisé, déclassement économique, industriel, éducatif, sécuritaire, presque civilisationnel, et avoir les solutions les plus concrètes, les plus cohérentes pour redresser ce pays. Mais ne pas faire ce diagnostic d'un effondrement du pays, c'est déjà se voiler la face et ça veut dire qu'on ne fera pas les réformes qu'il faudra pour relever le pays. Alors, on va revenir un petit peu sur les différentes batailles de la droite. Alors, on va remonter presque en 2013-2014, après l'héritage finalement de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé et François Fillon partent en guerre civile. François Fillon est candidat à l'élection présidentielle en 2017. Il manque suite aux affaires qui se sont déclenchées. Derrière, une bonne moitié de votre parti a fichu le camp chez Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ceux qui restent, on a l'impression que la guerre continue un petit peu finalement, puisque on a une opposition entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau pour la présidence du parti. On a vu que Bruno Retailleau n'était pas satisfait de la nouvelle organisation. Finalement,
avant de parler des idées, on va parler de l'organisation interne, de l'organisation RH en quelque sorte. On a l'impression que vous n'arrivez pas, vous avez beaucoup de mal à parler d'une seule voix et à afficher un semblant d'unité, alors même que vous n'êtes plus qu'une poignée par rapport à ce que c'était il y a une dizaine d'années. Honnêtement, je suis pas vraiment d'accord. Sur la ligne politique, en tout cas, qui est défendue aujourd'hui par LR, elle est complètement clarifiée. Les deux qui ont fini en première place, enfin qui ont fini premier et second l'élection à la présidence des LR, c'est Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Éric Ciotti est donc président des Républicains, il représente une droite qui est affirmée, qui est décomplexée. Bruno Retailleau, c'est le patron des sénateurs, c'est une sensibilité un peu différente d'Éric Ciotti, mais c'est aussi une droite qui est forte. Le patron des Républicains à l'Assemblée, c'est Olivier Marleix, très engagé sur les questions d'industrie, de souveraineté. Il est sur une ligne de droite qui est pas compatible, pas fongible dans le macronisme. Le patron de la délégation LR au Parlement européen, c'est François-Xavier Bellamy. Lui, c'est une autre sensibilité, plus conservatrice, mais c'est aussi une droite qui est bien identifiée. Le prochain candidat à l'élection présidentielle, normalement, ça va être Laurent Wauquiez. C'est une droite qui est sociale, mais c'est une droite forte. Honnêtement, la ligne est clarifiée aujourd'hui. Donc je pense que le sujet pour nous, c'est de bosser sur le fond et d'avoir les idées les plus percutantes, déjà pour être identifiées aux yeux du grand public, pour que les gens nous croient à nouveau. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de raisons de penser que les Républicains, aujourd'hui, c'est un parti qui n'a pas d'avenir parce que c'est un parti qui a échoué par le passé. Marine Le Pen est au second tour, Éric Zemmour a fait 7% et Valérie Pécresse on a fait 4 quoi. C'est vrai qu'on pourrait le dernier maire d'une grande agglomération qui est le maire de Toulouse qui était aux Républicains est parti il y a quelques mois. Renaud Muselier, président de la région PACA. Ça peu importe. On avait 50 présidents de département à l'élection présidentielle, on a fait 4%. Je ne pense pas que les grands barons locaux, les grands élus locaux, ce soit eux qui structurent l'opinion. Non, ce qui est important, c'est à la fois d'être identifié et donc d'avoir des idées qui soient claires pour les gens. Et deux, c'est de bosser sur le fond. Moi, ce que je regrette, c'est que pendant la campagne de 2022, bon, on peut refaire l'histoire, il y a eu la question du manque d'incarnation, ça c'est un sujet. L'autre sujet pour moi, c'est que les propositions qu'on avait n'étaient pas suffisamment neuves. Par exemple, sur les questions de sécurité, la principale proposition qu'on avait, c'était les peines planchées. Sauf que les peines planchées, c'était déjà une proposition de Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait été mise en place. Ça a été supprimé 5 ans après quand Hollande est arrivé à la tête du pays, mais c'était déjà une proposition qu'on avait 15 ans avant. Sur le travail, nous on dit qu'il faut que le travail paye plus, bien plus que l'assistanat. On disait par exemple il faut défiscaliser les heures supplémentaires. Il faut convertir les RTT en salaires défiscalisés. C'était deux propositions qui existaient déjà dans le programme de Sarkozy en 2007. Donc, si on veut être crédible, il s'agit aussi d'avoir des idées neuves et donc de parler de sujets dont on n'entend pas toujours parler dans le débat public aujourd'hui. Moi, il y a une question, par exemple, que je trouve fondamentale, c'est la question de la souveraineté industrielle, comment on réindustrialise le pays. Et c'est une question, par exemple, qui est liée au financement de notre système de retraite. Si on a un système de retraite une réindustrialisation, c'est-à-dire des métiers où il y a une plus forte valeur ajoutée, où il y a une capacité d'évolution sociale, où on commence à 20 ans comme ouvrier, 10 ans plus tard on est contremaître, 10 ans après on est ingénieur, bien, on va payer plus de cotisations retraite. Oui, et donc on va financer le système. Et moi je pense en fait on doit sortir des idées reçues sur chaque sujet qui aujourd'hui ont fait échouer les politiques. Sur la question des retraites, parler uniquement de l'âge légal, c'est oublier qu'il y a plein d'autres moyens de financer notre système. La natalité. On a la natalité la plus faible depuis 1946. La réindustrialisation. Ça permet de financer notre système. Et c'est un peu différent de ce qu'on entend aujourd'hui à la télé à longueur de journée. Oui, mais c'est terrible pour votre famille politique, Guilhem Carayon. Alors, ils n'en font plus partie, mais quand même, ils ont fait toutes leurs armes chez vous. Je pense à l'insécurité, les chiffres de 2022 sont les chiffres les plus hauts sur l'insécurité, et c'est Gérald Darmanin qui emporte le bilan. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron et ancien membre des Républicains. La France se désindustrialise et l'économie s'effondre. L'économie est portée par Bruno Le Maire, ancien cadre des Républicains, ancien candidat aux primaires de votre parti pour la candidature à l'élection présidentielle. Enfin, il y a quand même toujours cette ombre finalement de vos des anciens membres de votre famille qui mènent le pays vers le désastre en fait. Dans l'esprit des oppositions, c'est un petit peu ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'anciens ténors des Républicains qui ont rejoint Macron et qui ont échoué. Qui ont échoué lamentablement. Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin sur la sécurité, sur l'intérieur, c'est le plus frappant. Cela dit, l'UMP à l'époque, c'était un parti qui faisait 30% à chaque élection présidentielle au premier tour. C'était un parti qui avait 400 000 adhérents. C'était un parti extrêmement large. Donc oui, c'est évident qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément au niveau et qui ont pu partir chez Macron, qui ont été sensibles au fait d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État.
Bon, parce que eux, ce qui les anime en politique, c'est pas forcément le fait de rester fidèle à des valeurs, à des convictions, mais c'est d'avoir les postes les plus élevés possibles. C'est pas ma vision, je le comprends, mais c'est pas ma vision. Moi, si je suis resté dans ce parti, c'est pas par opportunisme. On vient de faire 4%. Si je voulais aller voir une herbe un peu plus verte, j'irais ailleurs. On vous a fait d'autres propositions d'ailleurs, venant de la Macronie, venant d'autres partis ou pas? Non, pas concrète, mais je vois régulièrement des représentants d'autres partis et souvent ils me disent qu'est-ce que tu fous encore là. Mais je le fais parce que j'ai des convictions, parce que j'ai une colonne vertébrale et parce que je m'engage pas pour un poste. Honnêtement, si je faisais ça à 23 ans, je reproduirais les pires travers de ce qu'ont fait les aînés que j'essaie de combattre dans mon parti. Donc je vais pas être comme eux. Vous voyez pas la politique comme un métier en tout cas, c'est pas votre Non. Moi, j'ai toujours refusé d'être salarié de mon parti, de toucher de l'argent de mon parti. Moi, je préfère avoir un métier. J'envisage d'être avocat. Là, je passe l'examen du barreau dans quelques mois. Et je vois la politique comme une passion à côté pour essayer d'être utile, de servir le bien commun. Et si on déroge à ses convictions primaires, à ses convictions de base, on n'a plus rien à foutre dans le milieu politique. On va parler de la réforme des retraites, puisque il y a quelques semaines, Éric Ciotti et Elisabeth Borne semblent être arrivés à un accord sur l'âge de départ à la retraite et sur deux ou trois détails, donc ça avait été largement médiatisé. Et là, on a l'impression que le groupe Les Républicains, qui était prêt à voter cette réforme, à l'heure où on parle, n'est plus du tout prêt à le faire. On a presque l'impression, si on était un peu taquin, de se dire « Ah bah tiens, ils ont fait un aller-retour en circonscription, ils se sont fait accueillir assez vertement alors qu'ils ont été élus dans l'opposition et on leur a dit « Mais pourquoi vous avez voté cette réforme ?» Ils sont revenus à l'Assemblée beaucoup moins chauds qu'avant. C'est un petit peu l'effet que ça fait. Il y a plusieurs sujets. Déjà, nous, on comprend la colère des Français qui est légitime, parce que le pouvoir d'achat fait que baisser, parce qu'on est dans une période de crise sociale qui est en train d'atteindre son apogée, son paroxysme, et que les Français sont épuisés par les politiques depuis des années. Je pense que la question fondamentale, c'est celle du travail, qui ne paye pas. Les Français ont été écœurés depuis des années. Moi, le truc que j'ai le plus entendu pendant ma campagne législative, c'était des gens qui touchaient 1400, 1500 euros par mois, et qui me disait le voisin, il reste à la maison toute la journée et il touche à peu près autant que moi. En réalité, il touchait 200 ou 300 euros de moins, mais c'était presque pareil. Quand vous rajoutez à ça les frais de celui qui va bosser pour aller acheter son carburant pour aller bosser et tout ce qui s'ensuit, on arrive à peu près au même niveau. Et donc il y a une forme d'écœurement des gens par rapport au travail. Et le problème principal de ce texte qui est présenté par le gouvernement, c'est qu'on ne parle pas de la revalorisation du travail. On ne parle pas de l'augmentation des salaires. Oui, mais c'est compliqué de dénoncer l'assistanat lorsqu'il y a des millions de Français qui sombrent dans la pauvreté. Enfin, c'est assez inaudible aujourd'hui de parler d'assistanat lorsqu'on voit... Non, il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et pour une grande majorité d'entre eux, c'est parce qu'aujourd'hui, notre système ne permet plus aujourd'hui de donner du travail à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Mais il y a aussi de l'assistanat. Enfin, ça, moi, je l'ai vu en tout cas dans ma circonscription dans le Tarn, où il y avait des gens qui se disaient, et d'ailleurs des gens de mon âge, qui se disent à quoi bon aller travailler si c'est pour aller gagner une misère. Je préfère rester chez moi et toucher 200 euros de moins. Mais ça pose la question de la différence entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail. Nous, on dit il faut recréer un écart, augmenter les revenus du travail, augmenter les salaires et baisser les revenus de l'assistance. Ça, c'est le premier sujet et dont on ne parle pas dans la réforme des retraites. Deuxième point, moi je crois que cette réforme, elle est nécessaire. Pas dans ces termes, mais elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on a un système qui est de moins en moins durable. On avait en 1960 4 actifs qui cotisaient pour un retraité. C'est la base du système par répartition, basé sur la solidarité des actifs. Aujourd'hui, on a 1,7 actifs qui cotisent pour un retraité. Et dans les prochaines années, la tendance va encore plus s'accentuer. On va arriver dans 20-30 ans à un actif qui cotisera pour un retraité. Tout le monde comprend bien que c'est pas stable, c'est pas viable comme système. Donc on doit le réformer. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ce cas-là, il faut faire une réforme des retraites tous les 5-10 ans en allongeant à chaque fois l'âge légal ? Je ne crois pas non plus que ce soit la solution. Aujourd'hui, on doit allonger un petit peu l'âge légal, pas aller jusqu'à 67 ans comme le voulait Édouard Philippe, mais il faut qu'il y ait des contreparties sur la justice sociale. Ça ne peut pas être les gens qui ont commencé tôt à bosser, qui ont eu des carrières pénibles, qui ont travaillé dans des métiers où le corps est épuisé à la fin de sa carrière, qui payent les pots cassés des décisions des gouvernements qui ont échoué depuis des années. Donc, pour moi, on travaille un petit peu plus longtemps pour financer notre système parce que les autres solutions, pour parvenir à l'équilibre, on a un déficit quand même de 13 milliards, ça paraît rien par rapport à la dette, on a 3 000 milliards de dettes. Et c'est quand même un système qui n'est pas équilibré, le système des retraites.
13 milliards dans 10 ans. Oui, mais Pour l'équilibrer, soit on augmente les cotisations retraite, c'est-à-dire on augmente la fiscalité, alors qu'on a la fiscalité la plus importante, les impôts les plus importants d'Europe, 45% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Ça, c'est ce que la gauche demande. La gauche dit toujours plus de redistribution, toujours plus d'impôts, parce que ça va permettre de financer les services publics. Nous, on dit, d'accord, mais bon, on a les services publics les plus dégradés d'Europe, et dans le même temps, on a les impôts les plus élevés d'Europe. Ça montre qu'il y a une question de l'utilisation de l'argent public qui se pose. Deuxième solution, c'est de baisser les pensions de retraite. Moi, j'ai lu pas mal d'économistes qui disent la génération des baby boomers, ceux qui ont payé assez peu d'impôts pendant une quarantaine d'années et qui aujourd'hui ont des pensions de retraite qui sont assez élevées. Cette génération a une retraite plus élevée que sa cotisation. C'est-à-dire c'est la dernière génération à avoir eu ça. Exactement. Et dans le même temps, moi je pense que c'est pas la solution qu'on doit privilégier, la baisse des pensions de retraite, parce qu'il y a 3 retraités sur 10 qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, qui vivent avec moins que le seuil de pauvreté. Oui, mais taxer les retraités les plus aisés, évidemment, pas ceux qui touchent 800 €, 900 €, mais... Ça pourrait être une bonne idée. En revanche, il faut surtout pas s'attaquer aux retraités modestes qui constituent une bonne partie des retraités actuels et qui sont dans une situation de précarité qui est totale. Et donc nous, le premier amendement qu'on a voulu faire passer, pas amendement parce qu'en fait on l'a imposé au gouvernement et donc c'est rentré dans le texte de la réforme des retraites, c'est la question des retraites minimales à 1 200 € pour une carrière complète. Et donc la revalorisation de 100 € pour ceux qui n'ont pas une carrière complète. Ça, on le demandait parce qu'on estime que les retraités n'ont pas à payer, encore une fois, les errements d'un pouvoir qui les a toujours combattus. L'augmentation de la CSG, 2017, c'était déjà Macron. La troisième solution, du coup, pour financer notre système, c'est travailler un petit peu plus longtemps et avec une contrepartie justice sociale, c'est-à-dire un régime de pénibilité qui est mieux ciblé et un dispositif carrière longue qui est revu. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif carrière longue, il ne fonctionne pas. En gros, pour bénéficier de ce système-là, pour partir plus tôt à la retraite, vous devez avoir travaillé 5 trimestres avant 20 ans. Sauf qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à 20 ans, qui ont commencé avant 20 ans sans présenter 5 trimestres. Ces gens-là, ils vont devoir faire 44 annuités, c'est-à-dire finir passer à la retraite à 64 ans, alors que les autres feront 43 annuités seulement. Et donc, ils vont travailler une année de plus que les autres, que ceux qui ont commencé plus tard à rentrer sur le marché du travail. Pour nous, c'est une injustice et on doit se battre pour faire en sorte que ces gens-là, qui ont des métiers plus pénibles, qui ont des carrières plus longues, qui ont une vie peut-être plus difficile, qui n'ont pas bossé dans des bureaux toute leur vie, puissent partir un peu plus tôt à la retraite. Mais est-ce qu'on pourrait pas tout simplement se dire, Guilhem Carayon, que donc c'est un déficit de 13 milliards, donc qui n'est pas non plus colossal comparé aux abysses que sont les comptes publics de la France. Est-ce que considérer que le pays dans un tel état de fracturation sociale et de fracturation sociétale, dans un tel état d'appauvrissement et d'épuisement, est-ce qu'il n'est pas plus sage de dire non, nous ne voterons pas cette réforme parce que nous considérons que c'est pas le moment et la remettre à plus tard et en attendant remettre en place une vraie politique du travail, de la démographie, de la natalité ou que sais-je encore. Est-ce que ce serait pas plus simple de dire non? Ça, on va peut-être en parler. La question de la natalité, de la réindustrialisation, pour moi, c'était d'autres pistes pour financer le système de retraite, beaucoup plus efficaces. En revanche, refuser en bloc cette réforme sans essayer d'obtenir des avancées auprès du gouvernement qui a besoin du vote des députés LR. Donc en fait, on peut leur tordre le bras, on peut mener un bras de fer avec eux. Dans tous les cas, ils ont besoin de faire passer ce texte en 49.3. Donc ils sont prêts à écouter, comme ils n'ont pas de conviction en plus, ils n'ont pas d'idée prédéfinie sur la chose, sur les retraites. Donc on est capable de faire passer tout ce qu'on veut dans le texte. Donc on essaye de faire avancer les choses. Mais refuser en bloc, ce serait à la fois pas être responsable vis-à-vis de la dette qu'on a, vis-à-vis d'un déficit qu'on a sur un système de retraite qui, quoi qu'on en dise, est indépendant de notre dette de 3 000 milliards et qui va s'ajouter en fait. Et puis ce serait pas être cohérent, parce que la droite, depuis des années, a toujours appelé à une réforme du système des retraites, avec parfois d'autres propositions que repousser l'âge légal, mais avec une idée générale qui est d'équilibrer le système. Nous, on estime, et c'est peut-être pas très sexy pour un jeune de 23 ans de le dire, mais que la dette qu'on accumule, en fait, elle va peser sur les générations futures. Et moi, si j'ai envie, et si vous avez envie d'avoir une retraite un peu plus tard, dans 40 ans, il faut que le système soit à peu près équilibré. Sinon, il y aura personne pour nous payer une retraite. Donc, je pense que c'est être responsable que de dire maintenant, on va être un peu responsable par rapport à l'argent des gens. Les gens, ils financent pas des services publics à hauteur de milliards pour des services publics qui sont délabrés. Donc, moi, j'aimerais bien que les citoyens s'engagent davantage dans la politique
pour essayer de changer cette manie des politiques qui consiste à balancer du fric tout le temps sans regarder son contrôle, sans regarder son utilisation. Alors les gens ils financent des régimes spéciaux notamment, ces régimes spéciaux qui devraient être abrogés avec cette réforme, sauf la réforme des sénateurs. On sait que le Sénat est à majorité LR. Est-ce que c'est pas inaudible, ça aussi, de vouloir mettre à bas tous les régimes spéciaux, alors certains n'ont peut-être plus de sens aujourd'hui, mais il n'empêche que c'est revenir sur les acquis des gens, sans toucher à ses propres acquis, sans toucher à ses propres privilèges. Est-ce que c'est pas inaudible, ça, pour l'opinion? Alors, vous allez peut-être dire c'est du populisme que de penser ça, mais c'est inaudible. On peut pas dire aux gens faites des sacrifices sur les régimes spéciaux, par contre ne touchez pas aux nôtres. Le législateur ne doit-il pas montrer l'exemple quelque part? Si, complètement. Je suis d'accord avec vous. En revanche, je pense que si on veut faire en sorte qu'il y ait des citoyens qui soient structurés intellectuellement, qui ont des vraies convictions, qui s'engagent en politique, faut aussi que la politique permette de vivre dignement. Je pense que les députés et les sénateurs sont bien payés, très bien payés. Je pense que les sénateurs n'ont pas de souci d'avenir à se poser. En revanche, les maires, par exemple, sont très mal payés. Et s'il y a de moins en moins de gens qui veulent participer à la vie de leur commune, c'est aussi parce que, en fait, ils n'ont pas le temps à la fois d'avoir un boulot et d'avoir cette activité au sein de leur ville, sachant que ils n'auront même pas de retour en fait sur investissement, parce qu'ils pourront même pas financer leur activité. Si on veut avoir des politiques qui soient d'un bon niveau, et ce sera un petit peu différent de ce qu'on a depuis des années, où on a les politiques les pires qui soient, faut que la politique soit rémunérateur. Pas pour le Parlement, j'en conviens. Les salaires des députés et des sénateurs. Non, mais pour les maires des communes rurales, ça effectivement, il y a un vrai sujet, vous avez raison de le soulever, mais je parlais vraiment de du régime spécial des sénateurs, quoi. Moi, je serais pas contre. Je serais pas contre le réformer. Les élus doivent être les premiers à montrer l'exemple, honnêtement. Il y a à la fois un devoir de transparence, et à la fois un devoir qui consiste à montrer l'exemple et à ne pas vivre comme un cador, quoi. Ça, je pense que c'est du bon sens. Ouais. Si la réforme des retraites était présentée au vote des députés demain, votre groupe ne la voterait pas? Nous, on est encore dans une logique où on essaye de faire passer des amendements pour modifier au maximum ce texte. Donc il y a le dispositif carrière longue qu'on veut faire évoluer. Sur l'âge légal, au départ, dans le projet Borne, c'était 65 ans. Nous, ce qu'on a dit, c'est 64 ans d'ici 10 ans, avec une clause de revoyure à 63 ans en 2027. Donc on va regarder la situation, on va voir si on a encore besoin de passer jusqu'à 64 ou si on peut rester à 63 en 2027, à la fin du quinquennat de Macron. Nous, on a certaines exigences sur certains aspects du texte, parce qu'on estime que dans tous les cas, le gouvernement va le faire passer. Que soit sans nous avec le 49.3, ils auront des millions de personnes de plus peut-être dans la rue et qui seront mécontents, mais peu importe, ils le feront, parce que c'est ce qu'ils ont déjà fait. Vous pensez qu'ils reculeront plus? Ils reculeront pas. En revanche, on a encore une option, nous, c'est de changer le texte. Évidemment, l'hypothèse qu'ils privilégient, c'est de ne pas passer par le 49.3. Ils le feront en dernier recours. En dernier recours, parce que c'était une promesse de Macron pendant sa campagne présidentielle. Il peut pas le faire. C'était la réforme structurante de son quinquennat. S'il le fait pas, son quinquennat, il s'arrête derrière. Donc, moi, si je me mets dans leur tête une seconde, ils vont le faire. En revanche, on a encore cette possibilité, nous, de changer ce texte et de le rendre un peu plus juste. Et pour nous, s'engager en politique, c'est aussi faire preuve de responsabilité sur un sujet qui est pas populaire, ça c'est évident, mais qui demande du bon sens, quoi. Je ne vais pas vous demander de sortir votre boule de cristal et de dire ce qui va se passer dans quelques années. Néanmoins, une des certitudes qui découle de l'élection d'Éric Ciotti à la présidence des Républicains, c'est qu'a priori, sauf surprise, vous l'avez dit au début de cet entretien, Laurent Wauquiez devrait être candidat de votre famille politique à l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez, d'après vous, serait un bon choix et pourquoi aurait-il des chances de remporter cette élection? Est-ce que, honnêtement, vous voyez un homme ou une femme politique qui a à peu près les idées qu'on a définies, c'est-à-dire une droite qui s'affirme, à la fois qui demande plus de liberté économique et plus sociale, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, qui soit meilleur que Laurent Wauquiez? Je sais pas, regardez, David Lisnard, par exemple, de Quentin Auster, journaliste chez Valeurs Actuelles. Moi, je pense que David Lisnard a un grand talent pour LR. Il ferait d'ailleurs une très bonne équipe avec Laurent Wauquiez. Je pense que Laurent Wauquiez est celui qui a fait le diagnostic le plus juste sur la situation de déclassement qui touche le pays. Je l'ai dit tout à l'heure, mais déclassement à la fois économique, industriel, l'industrie qui s'est effondrée. Moi, je le vois par exemple dans le Tarn. S'il y a de moins en moins de gens qui vivent à la campagne aujourd'hui,
s'il y a eu une désertification rurale, c'est parce qu'il n'y a plus d'emploi à la campagne. Quand vous êtes jeune, quand vous avez mon âge et que vous voulez aller bosser et par exemple, moi je veux être avocat et que vous habitez à Lavore, ma ville, 12 000 habitants, vous devez aller étudier à la fac à Toulouse. Et donc après, vous installez votre cabinet d'avocat, vous travaillez dans un cabinet à Toulouse. Et donc vous quittez votre terre. La raison pour laquelle on a aujourd'hui une campagne qui s'est dépeuplée, c'est parce que les activités économiques se sont déplacées de la campagne à la ville. Et pourquoi ? Parce qu'on a désindustrialisé. Avant l'industrie, ça permettait d'avoir des usines qui créent de la richesse, qui créent de la valeur avec des perspectives d'évolution sociale à la campagne. Parce que par nature, les usines, c'est plus à la campagne que dans la ville. Et parce qu'on a tout délocalisé, parce qu'on a tout dérégulé, parce qu'on a abandonné les tissus de production qui faisaient la richesse des territoires français. On parle tout le temps des territoires. Moi, j'entends tout le temps des politiques qui disent la richesse des territoires. Mais ils les ont abandonnés, les territoires, depuis des années. Et ça, je trouve ça insupportable. Si on a envie de recréer un peu d'équité entre les territoires, la première des priorités, c'est de réindustrialiser et de faire en sorte qu'il y ait à nouveau de l'activité économique à la campagne et que ceux qui se plaisent à vivre à Lavore, ils puissent rester à Lavore en travaillant dans le métier qu'ils veulent. Et ça, pour vous, c'est Laurent Wauquiez? C'est celui qui en parle le plus de la désindustrialisation. C'est celui qui a fait le boulot dans sa région, celui qui a le meilleur bilan dans sa région. Avec Xavier Bertrand en soi a pas un bilan désastreux dans sa région. Non, c'est vrai. Les présidents de région de droite ont souvent un bon bilan parce qu'ils gèrent bien l'argent public. Et je pense que c'est une des priorités aujourd'hui de ce que demandent les gens. Crise des gilets jaunes, c'est la crise sociale, mais c'est surtout la crise de pourquoi les politiques ils gèrent aussi mal notre argent. Et ça, ils ont complètement raison de le dire. Complètement. Enfin, quand nous on achète quelque chose, on s'attend à avoir un retour sur investissement. Si on achète quelque chose et qu'on nous donne quelque chose qui n'a pas du tout cette valeur, on demande à être remboursé. Ça devrait être pareil pour les impôts. Les Français sont ultra taxés, ultra imposés, ultra prélevés, et pour autant, tous les services publics se dégradent. L'école, la santé. On pensait avoir le meilleur système de santé au monde. C'est ce qu'on disait d'ailleurs depuis des années, avec un peu d'orgueil, avec un peu de vanité. Et on s'est rendu compte pendant la crise du Covid que l'hôpital public était à bout de souffle. Et que si l'hôpital avait tenu, à peu près, c'était grâce au mérite des soignants qui ont fait des journées 2 fois plus longues que ce qu'ils faisaient d'habitude et qui ont tenu à bout de bras l'hôpital. Mais le système ultra bureaucratisé où on perd du fric en pagaille, ça nous ruine aujourd'hui. Et d'ailleurs, David Lisnard en parle très bien. Lui, il parle des excès de bureaucratie, du fait qu'il y est confronté parce qu'il est maire et il est président de l'Asso des maires de France. On complique la vie des Français constamment, surtout. La folie de la paperasse administrative. Ça, tout le monde le voit. Un jeune comme moi de 23 ans qui a été à la fac, il le voit quand on va faire une convention de stage à l'université et que ça prend 3 semaines avec 3 secrétaires qui se battent en duel pour demander quel papier il faut signer. Ça, la folie administrative française, c'est un sujet pour le coup. Oui, mais cette folie administrative française, elle a maintenant un nouveau maître qui est la bureaucratie encore plus lourde bruxelloise. On le sait très bien, les LR siègent au Parti Populaire. Le Parti Populaire est un parti pro-européen qui a souvent voté, notamment je pense au pacte mondial sur l'immigration, il me semble que ça avait été voté par le PPE à l'époque. Comment finalement assurer une souveraineté à la France alors même que LR siège dans un groupe et vante une Europe toujours plus forte, toujours plus puissante, quitte à écraser la souveraineté des autres États, des États membres. Moi, je pense qu'on doit revenir à ce qui faisait l'ADN de la droite il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. C'était l'Europe des nations. Moi, ma ligne, si je me suis engagé chez LR, c'est parce qu'on est les héritiers d'un mouvement qui est le mouvement du général de Gaulle, et avec des figures comme Pasqua et Séguin. La ligne Pasqua, c'est-à-dire forte sur les régaliens, l'autorité de l'État, pour assurer la sécurité des gens, et la ligne Séguin sur l'Europe des nations. Qui s'était faite contre le RPR à l'époque d'ailleurs. Ouais, il y a eu des dissensions à l'époque du RPR, mais le RPR était c'était un mouvement gaulliste. Le principal échec, le début des échecs de la droite pour moi, ça a été la création de l'UMP, où on a voulu allier le RPR, qui était la droite gaulliste, canal historique, avec le centre mou. Et là, on a c'était pas le traité de Maastricht aussi, accessoirement. Peut-être, mais en tout cas, l'union de ces deux mouvements qui sont presque contre nature, inconciliables. On ne peut pas être à la fois centriste pour plus de fédéralisme, pour déléguer toute notre souveraineté à l'Europe, et en même temps être pour une Europe des nations. Enfin, c'est incompatible. Moi, j'ai envie qu'on revienne à la source même, à l'ADN de la droite,
qui est la ligne Pasqua-Seguin. Et on en parlait tout à l'heure, mais honnêtement, LR aujourd'hui, on demande à LR de clarifier sa ligne, avoir à la tête de LR Éric Ciotti, avoir Bruno Retailleau comme patron des sénateurs, Olivier Marleix, Laurent Wauquiez, David Lissa. Enfin, la ligne pour moi est suffisamment claire. Et donc je pense que le combat qu'on mène depuis des années au sein de ce parti pour retrouver une droite de panache, on est en train de le gagner. On l'a gagné. Et donc maintenant, si on a envie de reprendre le pouvoir, il faut nous de notre côté bosser, rassembler et refaire venir ceux qui ont été déçus par la ligne de LR, ceux qui comme moi ont estimé qu'à un moment LR avait en quelque sorte trahi. Aujourd'hui, LR trahira pas. Et ça, j'en suis certain. Moi, j'ai été élu président des jeunes LR contre une grande partie de la direction du parti. C'était il y a 2 ans, et avec une ligne plus décomplexée. Et on avait un peu envoyé un symbole à la direction du parti en leur disant, vous voyez, ce que veulent les militants, c'est ça. Et c'était dans la continuité de ce qu'on voyait dans le mouvement avec des militants plus à droite que les cadres. Aujourd'hui, les militants, ils sont sur la ligne des cadres. Les militants, ils aiment Éric Ciotti, ils aiment Bruno Retailleau, ils aiment Laurent Wauquiez. Je vous pose la question de l'Europe, Guillaume Carayon, parce qu'on regardait un petit peu la carrière de Jordan Bardella. Il a été président des jeunes de son parti, il a été porte-parole de son parti, on a été vice-président, il était tête de liste aux européennes. À un âge très jeune, on serait presque tenté de vous dire, et vous, Guillaume Carayon, est-ce que vous vous sentiriez d'être le Jordan Bardella des LR? Est-ce que vous vous sentiriez par exemple d'être tête de liste aux élections européennes? Non, j'en suis vraiment pas là. Moi, déjà, j'ai envie d'avoir un métier, parce que pour moi, la politique, c'est pas un métier. Et qu'on peut pas parler de travail toute la journée à des gens, revalorisation du travail, sans avoir travaillé pendant des années, soit dans le privé, soit dans le public, mais au moins avoir une expérience de la vie professionnelle. Ça, pour moi, c'est un peu fort de café, donner des leçons aux gens quand on l'a pas fait soi-même. On parlait de l'exemplarité des politiques sur l'argent qui touche, c'est pareil pour le travail. Mais ça vous intéresserait ou pas? Enfin, si on vous le proposait, ça vous intéresserait? Moi, j'ai envie de m'engager pour mes convictions. J'ai envie de continuer ce que je fais actuellement, c'est-à-dire essayer de redresser le mouvement jeune des LR qui était en perdition totale quand je l'ai repris il y a 2 ans. Pour tout vous dire, il y avait plus que 500 adhérents aux jeunes LR, alors qu'on a été un très grand mouvement. On était le premier mouvement des jeunes engagés en politique de France. Ils sont chez Reconquête un petit peu maintenant, non? On les a récupérés. On est repassé à entre 15 et 20 000 au moment un peu avant l'élection présidentielle. Et donc, il y a une dynamique qui s'est réenclenchée. Mais parce que on a essayé, en tout cas sur le mouvement jeune, de clarifier cette ligne en disant maintenant, on va remettre un esprit plus populaire, d'une droite populaire, qui parle à tout le monde, qui parle à tous les Français. La droite, ça peut pas être le parti qui parle uniquement aux retraités. Ça peut pas être le parti qui parle uniquement aux gens qui vont bien. Ça, Macron le fait suffisamment. Moi, je crois que la responsabilité de la droite, le devoir de la droite, c'est de réconcilier la France qui va bien et la France qui souffre. Et on en parlait tout à l'heure, situation de pauvreté qui touche le pays, c'est 10 millions de personnes sur le seuil de pauvreté. C'est des gens qui ne sont pas considérés comme des pauvres, mais qui sont à 1 500, 1 600 euros par mois et qui touchent pas les aides parce qu'ils sont trop riches pour toucher les aides et qui sont trop pauvres en même temps pour vivre dignement. C'est ça le vrai problème qu'on a en France. Et moi, si je me suis engagé à droite, je reviens à ça, mais c'est notamment pour Laurent Wauquiez parce que lui, il avait un discours qui défend les classes moyennes. Et pour moi, la priorité de la droite, c'est de défendre ces gens, ces 80% de la population qui ont juste envie de vivre un peu plus dignement, quoi. Merci beaucoup, Guillaume Carayon. Merci à vous. Vous êtes plus de 100 000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube, vous êtes des milliers à nous lire quotidiennement, régulièrement. Déjà, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à partager cette vidéo et à vous abonner à notre newsletter pour de nouveaux entretiens. Merci beaucoup.